Ah, on m'entend pas. Ouais, c'est bon. On m'entend? Ça y est, on t'entend, Mathieu. Ah, parfait. Merci Laurent. Donc, je vous disais à tous un grand bonjour d'abord, en vous remerciant de nous retrouver pour cette revue des techniques, cette revue technique des marchés. Et je rappelais le principe, donc, vous nous avez envoyé des questions toute la semaine sur plusieurs titres, en incluant des questions au sujet donc, de ces titres. Et les analyses seront faites donc, par Laurent, donc, président de la FAT, l'association française des analystes techniques. Est-ce que tu actives ta webcam, Laurent? Je vais te passer tout de suite la main pour qu'on puisse voir tes slides. Voilà, Laurent, on te voit. Bonjour à Bonjour, tous. Laurent. Alors, tu me donnes le partage d'écran. Ouais, normalement, on va pouvoir voir tes charts. C'est le cas. Voilà, donc normalement, je vais vous mettre le chart du CAC. Voilà, C'est ce qu'on voit. c'est ce qu'on voit. Bon, ben super. Alors, Alors, attendez, je vais enlever ça. Hop. Ok, et ben alors on y va, Mathieu, on commence. on y va, on commence. Alors, plusieurs questions cette semaine, comme je l'ai dit, posées par Stéphane, Hervé, Daniel, Jean et Pascal. On va commencer, Laurent, par l'étude de LVMH qui a été posée par Stéphane. D'accord. Alors attendez, je vais mettre le graphique. Il Voilà. souhaitait notamment connaître les supports à prendre en compte sur le titre LVMH. Très bien. Donc, nous allons commencer ce webinaire. Bienvenue à tous. Nous sommes jeudi 11 mai. Il est 17h02. Bienvenue donc à ce nouveau webinaire organisé conjointement par BNP Paribas et la FAT, l'Association française des analystes techniques que je représente, et qui est donc une association dédiée à l'application de l'analyse technique, en l'occurrence une analyse technique méthodique raisonnée, à partir de laquelle on va essayer de tirer d'élaborer des diagnostics qui sont pertinents sur les actifs que vous nous soumettez. Alors effectivement, on a eu cette semaine plusieurs emails toujours sur les actions. Donc on voit que ce sont vraiment les equities qui retiennent votre attention. Cela dit, l'analyse technique fonctionne sur tous les marchés à partir du moment où ils sont liquides. Donc, on peut aussi procéder à la même méthodologie pour comprendre la structure du prix sur des paires forex ou sur des matières premières. Alors encore une fois, plus le marché sera liquide, je pense notamment au Brent, au gold, plus l'analyse technique fonctionnera de manière optimale. Voilà, donc vous nous avez posé donc des questions sur LVMH. On y va. Alors, avant qu'on y aille, j'aimerais vous répéter une requête particulière que je souhaiterais donc vous formuler. C'est de nous préciser à chaque fois quel est l'horizon de temps qui vous intéresse lorsque vous nous interrogez sur un actif. En effet, le même actif peut déboucher sur deux analyses radicalement différentes selon que nous la menons sur un horizon intraday sur des barres ou des bougies de 60 minutes et sur un chart en semaine hebdomadaire, on peut arriver à des conclusions totalement différentes. On peut avoir envie de payer en intraday et vendre en hebdomadaire. Cela ne devrait plus vous surprendre. Donc, quand vous nous demandez effectivement quels sont nos avis sur LVMH, nous avons même eu, Mathieu, rappelle-toi, cette semaine, un auditeur qui nous parle d'un double top, qui nous interroge sur la formation d'un double top sur Schneider. Très important de nous dire double top en semaine, en bougie quotidienne, en mensuel, en trimestriel, voire même en annuel. Hein. On a tout à fait
des charts qui techniquement fonctionnent bien en lecture avec des bougies annuelles. Donc il faut vraiment nous préciser quel est l'horizon de temps qui vous intéresse. Comme ça, on vous donnera une réponse qui est pertinente. Et puis aussi, vous le savez, j'aime bien remonter sur un horizon de temps supérieur à celui qui est envisagé. Donc, si vous me dites, je regarde Schneider en hebdomadaire, on commencera par une analyse en mensuel. Si vous me dites, je suis intéressé par Schneider en quotidien, on commencera par une analyse en hebdomadaire. Voilà, donc sur LVMH, on ne sait pas. Laurent, Stéphane, donc, qui a posé les questions sur LVMH et Schneider, est présent avec nous et précise que LVMH, donc, ce serait une analyse en journalier. D'accord. Alors, sur LVMH, c'est intéressant d'évoquer avec vous, puisque la question c'est quels sont les supports à prendre en compte. Et vous savez que jusqu'à maintenant, on a regardé ensemble les différents niveaux de support, on a classé les supports dans différentes familles. Il y a des supports qui invalident une tendance, c'est-à-dire que s'ils sont enfoncés, le mouvement actuellement en cours sur l'horizon de temps envisagé eh bien, est invalidé. Et puis, il y a des supports de différentes natures, et l'un d'entre eux, c'est des supports qui n'en sont pas vraiment, dans le sens où ils n'invalident pas une tendance, mais ils peuvent être identifiés et utiles quand on est en position et qu'on veut loquer, j'ai envie de dire, entre guillemets, ses gains, c'est-à-dire que, regardez LVMH, imaginez quelqu'un qui soit rentré, le marché a fait ça. Okay, donc on est en pleine tendance haussière et imaginons que un investisseur qu'on va nommer Jean-Paul, eh bien regarde LVMH et se dise bah, j'aimerais vraiment rentrer sur ce titre, mais comme c'est un investisseur avec des connaissances d'analyse technique, il sait très bien qu'il ne peut pas rentrer n'importe où. Il attend son timing, il attend son heure. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il attend son heure? Ça veut dire qu'il attend que le marché forme une structure qui lui permette d'avoir un niveau d'invalidation de court terme qui soit proche. Et donc il est là-dedans, il voit que ça monte, il se pose des questions, est-ce que je rentre ici, est-ce que je rentre plus haut? Il hésite, et puis là, il voit que le marché fait une petite consolidation latérale. Donc il se dit, bah, on a fait une belle progression, on est passé de 180 à plus de 200, donc environ 10%. Et puis là, on consolide latéralement. J'ai mon niveau de stop ici, hein, il est très clair. Donc on voit que le marché a progressé, puis qu'il est revenu se poser sur cette polarité. Maintenant, vous savez ce que c'est une polarité. Donc à 203,26, il se dit ben, j'ai un stop qui est tout proche, donc j'attends de voir effectivement que le marché rebondisse. Donc voilà, il est comme ça. Vous voyez bien, hein, Mathieu, j'imagine. Oui, on voit bien, on voit bien. D'accord. Donc vous voyez que là, le marché est allé chercher 203,26, qu'il a rebondi, et donc notre investisseur lambda, Jean-Paul, se dit ben voilà, je vais payer maintenant avec un stop très proche. Et puis, il a eu de la chance, Jean-Paul, parce que le marché, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Et le surlendemain, énorme gap haussier. Et le surlendemain, encore une très belle progression. Et en fait, notre investisseur, il est rentré au parfait moment. C'est-à-dire que son analyse technique, sa perspicacité, son expérience, sa chance également, font qu'il est rentré parfaitement tout près du stop et avant l'impulsion haussière. Ça arrive de temps en temps, rarement, d'avoir des timings aussi parfaits, mais parfois, voilà, on est chanceux et ça arrive. Alors le dilemme de notre investisseur, il est le suivant. C'est que s'il se place du point de vue de l'analyse technique, eh ben, il va conclure à juste titre que le vrai gros niveau de support, c'est-à-dire celui qui invalide la tendance actuelle, eh ben, il est à 203,26. Sauf que 203,26, c'est le niveau sur lequel il est rentré, qu'on a fait un plus haut à 240, donc ça veut dire qu'il a pris à peu près 17%, et qu'il n'a pas du tout envie de voir le marché rebaisser jusqu'à son point d'entrée sous prétexte que l'analyse technique dit que le stop qui invalide le mouvement actuel, il est à 203, justement son point d'entrée. Donc, quand on est dans cette configuration, c'est là qu'on va essayer de trouver des niveaux intermédiaires
qui ne sont pas des niveaux d'invalidation, mais qui vont être des niveaux qui, s'ils sont enfoncés, déclencheront des prises de bénéfices de manière à ne pas rendre au marché l'intégralité que vous avez gagnée. Donc, le premier niveau de support, il est à 223,50. C'est-à-dire que on a eu une journée, 2 journées, 3 journées de très très forte hausse, ce qu'on peut même appeler un arrachage, c'est-à-dire vraiment des facteurs exogènes ou endogènes au marché, au titre en l'occurrence, qui font qu'il y a un très fort appétit pour le titre. Des facteurs endogènes, c'est des résultats qui surprennent le marché, ou c'est le titre qui a été racheté par une autre société. En l'occurrence, ce n'est pas le cas du tout de LVMH, puisque c'est le contraire. C'est LVMH qui a pris possession de Dior Couture pour une somme importante, avec des prises de participation croisées, et le marché a jugé que c'était une opération qui renforçait les synergies du groupe et qui, par conséquent, était bénéfique. Et donc, ça a été salué par les opérateurs et le gap a été donc ouvert une première fois, une deuxième fois, et ce n'est qu'au bout de la troisième journée qu'on voit ce petit repos, en fait, cette petite consolidation qui apparaît. Autrement dit, le marché va digérer les 2 journées précédentes de très très forte hausse avant de repartir. Eh bien, pour notre auditeur, excusez-moi, qui pose la question de savoir où sont les supports à prendre en compte, si c'est pour prendre ses bénéfices et ne pas rendre l'intégralité de ce que vous avez gagné sur LVMH, j'ai envie de dire 223,50, c'est le premier niveau à ne pas être enfoncé pour garder une lecture haussière immédiate. Donc, vous voyez qu'on en est loin. On est à 230 et pour le moment, donc, on est dans un contexte qui est très favorable. Imaginons maintenant que le marché fasse un nouveau plus haut. Oui, Mathieu. Daniel demande si le gap comblé du 4 mai est un gap d'épuisement. Alors, attendez. Je vais essayer de faire une seule chose à la fois. Alors, attendez, je reviens sur le gap du 4 mai. C'est une bonne question. Ça pourrait l'être, Daniel. Ça pourrait l'être. Mais le problème des gaps d'épuisement, c'est qu'on sait que ce sont des gaps d'épuisement que a posteriori. Et je sais, c'est pas très satisfaisant comme réponse, mais je vous livre ce que l'analyse technique nous dit, et si on analyse, voilà, le gap il est là hein, pour que tout le monde puisse voir. Voilà, le gap dont parle Daniel, il est là. Alors, il n'y a pas beaucoup de moyens de savoir qu'un gap d'épuisement est un gap d'épuisement avant qu'il soit comblé. Vous savez, encore une fois, puisqu'on en a parlé lors des précédents webinaires, qu'il y a différentes sortes de gaps. Et le gap d'épuisement, c'est celui qui annonce la fin de la hausse. Alors, quand on le prend seul, le gap d'épuisement, on ne peut pas savoir que c'est un gap d'épuisement, mais on peut avoir des présomptions sur le fait que ce soit un gap d'épuisement si on trouve des éléments objectifs qui nous montrent que le momentum est en train de se tarir et autrement dit, de ralentir. Hein. Le momentum, c'est un autre nom pour désigner la vitesse. Donc, si par exemple, on a sur ce gap ici, si on a un MACD qui croise à la baisse, ça ne veut pas du tout dire que le marché va se retourner, mais ça veut dire qu'on a un gap et que suite à ce gap,
on a un MACD qui croise, ça veut dire qu'on a un écart entre deux moyennes mobiles qui commence à se resserrer. Si l'écart entre deux moyennes mobiles est en train de se resserrer, c'est forcément la plus rapide qui est en train de rejoindre la plus lente. Autrement dit, on a une décélération. Si à ce croisement de MACD, par exemple, c'est pas que un croisement de MACD, mais si au lieu d'un croisement de MACD, je dis pas et avec un croisement de MACD, mais à la place d'un croisement de MACD. Si on a par exemple un RSI qui est sous 80, c'est-à-dire qui est même sous 70 ou à peine ou sur le niveau des 70, Autrement dit, un RSI réglé par défaut à 14 périodes et qui n'est plus suracheté, mais qui est sous la zone de surachat. Et que on fait un top sous une zone de surachat après une tendance haussière. Peut-être qu'il y avait un sommet précédent où le RSI était en zone de surachat, mais en tout cas, ce sommet-là, on a un RSI qui est faiblard et qui repart à la baisse et qu'on a un gap baissier. On peut se dire le marché n'est pas si puissant que ça. Si on ajoute à ça d'autres éléments, comme par exemple un très gros volume sur le gap en fin de tendance haussière, et après ce très gros volume en fin de tendance haussière, on a une réintégration du gap. Ben, on peut se dire en fait ce sont les derniers longs qui sont rentrés sur le marché et je ne vais pas avoir beaucoup d'upside à venir parce qu'en fait tout le monde est déjà long. Donc ce que j'essaye d'exprimer, c'est que les gaps d'épuisement, Daniel, sont extrêmement difficiles à identifier. A priori, c'est après que le gap a été comblé qu'on peut le qualifier peut-être de gap d'épuisement, mais c'est ailleurs qu'il va falloir chercher d'autres éléments pour voir si effectivement on a une détérioration du momentum. Alors là, je ne sais pas si c'est un gap d'épuisement parce qu'on est allé le tester, on a eu un marteau, une variation de marteau qui s'est faite. Le marteau, il est mal placé pour être un marteau, mais en tout état de cause, on a un petit gap et s'il était comblé, je ne sais pas si ce serait vraiment un gap d'épuisement. Je pense qu'on irait vraisemblablement sur 223,50 et on pourrait encore avoir une réaction haussière sur ce niveau. En tout cas, si le gap est comblé, c'est sûr que vu qu'en plus il y a eu une réaction sur le gap, s'il était comblé, on irait très certainement sur 223,50, voire même un peu plus bas à 219. Alors maintenant, pour répondre à la première question, imaginons que LVMH, donc je vous ai dit, on met le stop à 223,50. Okay, si maintenant LVMH repartait à la hausse et faisait un nouveau plus haut à 250, alors c'est bien à 232,30 qu'il faudrait mettre le nouveau stop de take profit, c'est-à-dire le stop de protection pour en cas de retournement. Et en fait, cette méthode pour remonter les stops à chaque fois que le marché fait un nouveau plus haut ou en descendant les stops chaque fois que le marché fait un nouveau plus bas, c'est une méthode que j'affectionne pour la raison suivante. Quand nous sommes à l'intérieur d'une tendance, je vais vous mettre du LVMH ici, regardez, donc quand le marché en juillet 2016, alors qu'il ne faisait strictement rien, depuis mars 2015 à juillet 2016, il n'y avait aucun intérêt à posséder du LVMH en portefeuille, hein, si on se place du point de vue de la performance. C'est un marché qui était une sorte, qui était lourd, qui était désordonné, avec des swings extrêmement violents. C'est typiquement le genre de marché où on perd de l'argent. Donc vous imaginez bien que quand on franchit le premier niveau de résistance, qu'on a du mal d'ailleurs à franchir, puisque vous voyez, le premier niveau de résistance, il est là, il est à 154,23. Quand le marché revient sur ce niveau, il y a de nouveau de la pression vendeuse qui se manifeste. Et puis on fait un break, finalement, et on part à la hausse. Et là, on est dans une tendance haussière. Et dans cette tendance haussière, on ne sait absolument pas jusqu'où cette tendance elle va nous mener. C'est le propre, ça je vous l'ai dit vraiment plusieurs fois, c'est le propre d'une tendance que de se développer et c'est très difficile de savoir quand est-ce qu'elle va s'arrêter. C'est tellement difficile qu'il y a un principe d'analyse technique qui dit que lorsqu'un marché est en tendance, il va avoir
vocation, j'ai envie de dire, à rester en tendance. Et c'est quand un marché est en tendance que vous gagnez de l'argent. Et c'est horriblement difficile de rester à l'intérieur d'une tendance parce qu'on gagne de l'argent et plus on gagne de l'argent, plus on est stressé parce qu'on a peur de perdre l'argent qu'on a gagné et plus on va sortir tôt de la tendance en se disant bon ben voilà, j'ai gagné 15%, j'ai gagné 25%, c'est déjà bien et on va sortir. Sauf que, regardez, quand LVMH est ici à 143 et qui monte à 250, c'est pas du tout 25% que vous gagnez si vous restez dans la tendance. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à trouver des tendances. Ok, c'est très difficile parce que si c'était facile, on gagnerait tous tout le temps beaucoup d'argent en restant dans les tendances. Donc déjà, il y a des tendances qui sont avortées et qui ne donnent rien, ce sont des faux départs. Ensuite, il y a les tendances sur lesquelles on arrive à surfer, mais sur lesquelles, malheureusement, on sort beaucoup trop tôt. Alors, il y a une manière de procéder pour rester le plus longtemps dans la tendance. C'est pas le Graal, c'est pas une méthode qui est parfaite, mais elle a quand même du mérite et elle vaut le coup d'être étudiée. C'est de gérer la position par le stop. C'est-à-dire, on va donner aux boules, c'est-à-dire aux acheteurs, le bénéfice du doute. Puisque l'analyse technique nous dit que une tendance est à l'œuvre tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, et c'est vraiment l'axiome de base, puisqu'on part du principe qu'un actif qui est en mouvement va avoir tendance à rester en mouvement. Okay, donc, on ne sait pas jusqu'où la tendance peut aller. Donc, chaque fois que le marché va faire un sommet, eh bien, on va regarder quel est le stop, quel est le niveau de support précédent, et on va mettre son stop ici. Ça veut dire que sur LVMH, si on repartait à la hausse, à partir du moment où on a dépassé ce sommet, qu'on a fait 240 euros en séance, eh bien, on place le stop sur 232 pour effectivement protéger ses gains. Donc voilà, pour répondre à notre auditeur, le premier niveau de stop sur LVMH, c'est 223,60. Le stop d'invalidation, il est à 203,26, mais le support à prendre en compte pour loquer ses gains, c'est le support 1, et le support 2, c'est soit à moyen terme ou sur un horizon de temps plus grand, soit si on ne fait que de l'analyse. Voilà Mathieu, j'ai répondu sur LVMH. Merci Laurent. Euh, du coup, je propose qu'on enchaîne. Alors Stéphane est très content. Très super explication, Laurent. Très satisfait. Schneider, Stéphane, vous voyez un double top en mensuel sur 2 ans. Alors, On passera j'ai aux autres titres. oui. Alors, j'ai pas vu le double top en mensuel. C'est qui, Mathieu? C'est Stéphane? C'est Stéphane toujours, oui. Alors regardez, je me mets en mensuel. Je vois pas de double top en mensuel sur Schneider, Stéphane. J'ai pas compris. Je sais pas si c'est vraiment ça que vous avez vu. En revanche, pour essayer d'avancer sur la question, je vois bien un petit double top potentiel en bougie en quotidien. C'est-à-dire que premier sommet, donc premier sommet, pardon, la petite vallée, le deuxième sommet, et on a donc nos deux sommets, nos deux tops, et la petite vallée entre les deux. Donc je pense que c'est ça, Mathieu, ce à quoi Stéphane faisait allusion. Et là, effectivement, on peut parler d'un double top, et l'épithète va être déterminant, potentiel. Parce que, en l'occurrence, là, le double top, il n'existe pas encore. Il n'existe pas encore parce que la ligne de coup, elle est là. Ok, elle est sur 69,69. Et tant qu'on n'a pas cassé, enfoncé 69,69, on est sur un marché qui consolide. On est sur un marché qui est super fort. Je vous remets du 30 ans mensuel, on est sur des plus hauts historiques. Il ne faut pas l'oublier. Deuxièmement, on voit que sur ces sommets historiques, on a un marché qui prend son temps, mais il n'a rien cassé. Donc, qu'est-ce que c'est le pendant du double top potentiel? Ben, c'est ça, je vais vous le dessiner.
Attendez, excusez-moi, j'ai un petit problème pour vous le dessiner. Mais c'est très important. Voilà. Maintenant, on est où? On est là. OK? Donc maintenant, on est là. Et on se dit, oulala, il y a peut-être un double top qui est en train d'être formé. Oui, mais attention, on est sur un marché qui est super fort, on est sur un marché qui n'a rien cassé, on est sur un marché qui ne fait que faire du sideways consolidation, c'est-à-dire une dérive latérale qui montre bien qu'il y a toujours un intérêt de la part des opérateurs, puisque clairement, on a du soutien à 70 euros. En fait, on digère. Qu'est-ce qu'on est en train de digérer? On est en train de digérer cette hausse qui s'inscrit dans cette hausse et qui s'inscrit dans une hausse encore plus grande. Okay, donc, on a des arbitrages qui sont faits et on a des opérateurs qui se disent peut-être que le marché est allé un petit peu trop haut, trop vite, et on va on va se mettre un petit peu en retrait. Sauf que chaque fois qu'il y a des prises contenues de bénéfices qui rentrent sur le marché, on a toujours un intérêt acheteur de la part des opérateurs. Et c'est pour ça que le niveau à 70 euros, il tient bon. Parce que chaque fois qu'on revient sur 70 euros, eh ben, on a un support qui apparaît et qui fait que on a des ordres incarnés qui sont là et qui viennent soutenir le marché parce que les opérateurs continuent d'y croire. Et comme ils continuent d'y croire, ils se disent que 70, c'est un bon prix pour rentrer sur Schneider Electric. En fait, c'est une aubaine. Et donc, chaque fois que le marché va aller taper ce prix, ils vont avoir leurs ordres satisfaits et ils vont revenir et rentrer sur le marché jusqu'au moment où il n'y aura plus de vendeurs, on va revenir sur la résistance, il y aura un petit travail d'effectuer et puis on va casser. Okay, donc, je vous raconte toute cette histoire. Pourquoi? Parce que maintenant que je vous ai raconté cette histoire, on revient au double top actuel et je vous dis, oui, il y a peut-être un double top. C'est une hypothèse, c'est un scénario. Mais ce scénario n'est confirmé par le marché que si le premier niveau de support à 69, 69, il est enfoncé. OK? Donc, maintenant qu'on sait qu'il ne faut pas dégainer trop vite, il ne faut pas vendre trop vite. Ne vendez pas trop vite, encore une fois. Vous êtes en présence d'un actif qui est super fort. Okay, globalement, quand on est sur des plus hauts historiques, tout le monde gagne de l'argent. Okay, donc il faut vraiment qu'il y ait un sentiment d'épuisement pour que les dégagements massifs qui pourraient organiser un retournement d'envergure soient là. Là, pour le moment, on est simplement sur une pause. Donc, s'il y avait un double top, effectivement, qu'est-ce qu'on vise dans le double top? La première règle, c'est qu'on va faire la projection de la hauteur et on va donc avoir un objectif ici. Donc sur ce niveau, à 66, attendez, regardez, je vais faire ça. Donc, si effectivement on a une cassure du double top, on peut aller, c'est une hypothèse, rien de plus, on peut aller sur 66,85. Okay, ça, c'est la première cible minimum que donne le double top. La hauteur du top projetée à la baisse. La deuxième cible, c'est que le double top va retourner tout le mouvement à partir duquel la hausse a été initiée. La hausse immédiate qui précède le double top, c'est ici. Donc la deuxième cible, c'est ici. 65, 67. Et puis, peut-être que ce petit double top, il va faire partie d'un ensemble plus grand de distribution et qu'en fait, ça va être le début d'une baisse significative de moyen terme sur Schneider. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a aucun moyen de le savoir. Enfin, on a des moyens, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On n'a pas des moyens de savoir si c'est un sommet de moyen terme, mais on a des moyens de savoir s'il y a des éléments qui sont en place pour que ce soit un sommet de moyen terme. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, si effectivement ce petit double top, c'est quelque chose qui commence et qui va faire
partie intégrante d'un processus de distribution, alors c'est pas sur 65-67 qu'on va aller, mais vraisemblablement à l'origine de toute la hausse qui précède le top, c'est-à-dire ici. Donc je répète, premièrement, ce n'est pas un double top tant que la ligne de coût n'a pas été... non. Premièrement, vous êtes en présence d'un actif très fort, donc ne pensez pas à le vendre, mais plutôt à l'acheter. Deuxièmement, si vous voulez être contrarien, soyez-le, mais avec des arguments solides pour vous mettre en face de la tendance. Troisièmement, le double top n'est pas confirmé tant que la ligne de coût n'est pas enfoncée. Quatrièmement, les différentes cibles qui peuvent être données sur ce double top, c'est dans un premier temps la hauteur du double top, dans un deuxième temps le mouvement qui a été à l'origine du double top, et troisièmement, tout le mouvement qui a été à l'origine du double top. Voilà, j'espère que j'ai été clair, Mathieu, et que j'ai répondu de manière satisfaisante à Stéphane. Merci, Laurent. Je te propose qu'on aille sur les questions d'Hervé. Alors, Hervé qui se demandait si finalement Alstom et EDF devaient être vendus ou renforcés, et il avait également une question concernant les seuils de déclenchement en fait qu'il a du mal à comprendre. Alors, répète la première partie de la question, s'il te plaît. Alstom et EDF, est-ce que ce sont des à vendre ou à renforcer? Alors, ça, c'est une question de trading. C'est une question de money management. C'est pas une question d'analyse technique. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas y répondre, mais il faut bien faire la distinction entre l'analyse de la structure du prix à partir de laquelle on va essayer d'élaborer un diagnostic qui va déboucher sur un scénario, et d'autre part, les questions liées au renforcement, aux allègements, etc., qui sont évidemment corrélées à la structure du prix, mais qui, pour le coup, font partie d'un registre de réflexion différentes. Donc, sur Alstom, on va commencer par se mettre en hebdomadaire 5 ans pour voir où est-ce qu'on est. Et vous le voyez, on n'est pas n'importe où. On est sur un niveau qui a, depuis avril 2014, fait obstruction à toutes les impulsions haussières qui ont précédé. Regardez, celle-là, elle est absolument gigantesque, puisqu'on part de 18 pour aller à 30 en ligne droite. Donc, on s'arrête à 30,95. Ensuite, le marché va consolider. Je vais vous... Oh, attendez, excusez-moi. Je vais vous montrer cette consolidation qui est ici, que je vais mettre en support 1. Donc, on a ce gros intervalle entre 30 et 25, à l'intérieur duquel on reste pendant de avril 2014 à janvier 2016. On sort par le bas de cet intervalle de consolidation. Vous savez maintenant que quand un support a été travaillé à plusieurs reprises, une fois qu'il est enfoncé, il devient résistance. Le principe est validé quand on a un retour et qu'on vient même pas tester la nouvelle résistance, on repart à la baisse. On revient tester le marché, la résistance, pardon. Elle est de nouveau confirmée en tant que telle. Le pullback est beaucoup moins important. La pression acheteuse est potentiellement là pour un dépassement futur. Cette présomption est confirmée avec le dépassement de la résistance, la réintégration de la zone de consolidation. Suite à la réintégration, le marché refait un pullback sur le niveau de support à 24,88, donc c'est un niveau mais extrêmement important. Et puis, il revient sur un niveau tout aussi important à 30,95. Donc, vous le voyez, on a une bougie. Alors, en anglais, elle s'appelle High Wave Candle, une bougie grande vague. C'est-à-dire, en fait, qu'on a un tout petit corps. Alors, elle sera comme ça demain soir, parce que c'est une bougie hebdomadaire. C'est une sorte de doji, puisque le cours de clôture est quasiment identique au cours d'ouverture, et qu'on voit qu'à travers la semaine, tout au long de la semaine, on a eu des grandes fluctuations
Mais j'ai envie de dire finalement beaucoup de bruit pour rien, puisque on est allé tester la résistance, tout de suite il y a eu barrage, le marché est revenu sur le cours d'ouverture, et pour le moment on fait un doji. Alors ce doji, il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce que ça veut dire que la résistance, une fois plus, a fonctionné. Ça ne veut pas dire que le marché ne va pas franchir, hein, pas du tout, puisque il va falloir attendre de voir quelle physionomie va avoir la bougie suivante. On peut tout à fait avoir des dojis qui montrent la résistance du marché à franchir un niveau, et puis la bougie suivante, justement, on dépasse. C'est pas du tout parce qu'on voit un doji qu'il faut se mettre à vendre le marché, hein, pas du tout. Ce qui pour moi montrerait que le doji va vraisemblablement fonctionner, c'est si la semaine prochaine, on a une bougie qui va clôturer sous la mèche basse du doji actuel. Sinon, si on a une bougie noire qui montre, qui clôture sous le plus bas de cette semaine, alors vraisemblablement, ça veut dire qu'on va retourner plus bas avant peut-être de remonter. En tout cas, que ce n'est pas ce test-là de la résistance qui va permettre le franchissement. Donc, à la question sur Alstom, est-ce qu'on hésite à vendre? Est-ce qu'on hésite à renforcer? Moi, j'ai envie de dire, pour le moment, je repasse en délit. Pour le moment, moi, j'ai aucune envie de renforcer sous une résistance. Les résistances, on les vend, on les paye pas. Donc, quand on est sous une résistance, a priori, on ne va pas la payer, d'autant plus qu'elle est significative et que dans le temps, elle a marqué une zone importante de rejet. Maintenant, je voudrais vous montrer dans quel cas on peut éventuellement payer une résistance. Le marché donc a testé pour la première fois et les opérateurs rejettent le prix. Okay. Le marché repart à la baisse, sauf qu'il ne baisse pas beaucoup. Il baisse un tout petit peu et puis il remonte. Et puis il revient tester. Puis quand il revient tester, il rebaisse. Mais il baisse moins. Et il remonte. Il retourne. Attendez, je continue. Il retourne tester la résistance. Et il rebaisse. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une figure connue d'analyse technique. On a un triangle ascendant. On a un triangle ascendant sous la résistance. Et alors là, on se dit que effectivement, payer sous la résistance, ça a tout d'un coup beaucoup plus de sens, puisqu'on voit bien la pression acheteuse qui se forme sous le niveau. Et donc, clairement, on a un marché qui anticipe le franchissement de la résistance, et dès qu'il y a un petit repli, hop, il va ramasser tout ce qui traîne pour construire les positions en anticipation du breakout. Donc, on ne paye pas les résistances, on les vend, mais il y a des cas de figure où quand on constate un phénomène d'accumulation sous la résistance ou payer sous la résistance, c'est pour anticiper le dépassement de celle-ci et donc payer a du sens. Ce n'est pas du tout ce qu'il y a pour le moment sur Alstom, mais pour répondre à notre auditeur, je ne payerai pas pour le moment sur Alstom. J'attendrai de voir s'il y a un travail qui va être effectué par les opérateurs pour justement accumuler du papier sous la résistance. Et si effectivement on assiste à ce processus d'accumulation, alors ça veut dire qu'on a quelque part une rampe de lancement qui est en train de se construire et qui va déboucher sur l'expulsion du prix de la résistance. Et là, il faut payer avant la résistance, parce qu'après, ça sera trop tard. Après, on va faire un gap. On va faire ça. Comme sur LVMH, le titre qu'on a vu auparavant, où on est parti à la hausse, justement expulsé. Et donc, ça sera plus possible de payer parce qu'on aura une bougie qui va ouvrir 5% au-dessus ou 10%. Donc, en synthèse, les résistances, on les vend, sauf si on voit un processus d'accumulation qui se fait dessous. Et pour répondre à la deuxième partie de la question de Hervé, qui dit qu'il ne comprend pas les seuils de déclenchement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, on a un triangle ascendant.
Ça veut dire que chaque fois que le marché va aller tester la résistance, on va avoir des opérateurs qui vont vendre le titre à découvert. Okay, ils vont se mettre en face de la tendance parce qu'ils vont miser sur le fait que la résistance va tenir et que comme elle l'a déjà fait depuis 3 ans, elle va continuer de le faire. Et donc, chaque fois qu'on va tester le niveau, ils vendent. Donc là, ils short. Là, ils short. Là, ils short. Ils sont tous à la vente. Et en face, pas très loin, il y a tous les acheteurs. Les acheteurs, on les reconnaît parce que la pression acheteuse, elle est de plus en plus haute. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'impatience de la part des opérateurs à rentrer sur le marché. Ils attendent même plus que le marché revienne faire un range. Ils sont impatients. Alors ils payent de plus en plus haut. Donc on est vraiment, dans ce cas précis, sur une guerre de tranchées. C'est comme s'il y avait deux tranchées qui étaient à 20 mètres de distance l'une de l'autre et que les deux camps essayaient de se jauger, de se juger, de s'évaluer l'un l'autre pour savoir qui va gagner. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer comme bataille sur le marché sous la résistance. Donc les vendeurs, ils tapent sur les prix. Les acheteurs, ils payent. Si on sort par le haut, qu'est-ce qui va se passer? Tous ceux qui ont vendu ici, qu'est-ce qui va se passer quand le marché va franchir la résistance? Je vous laisse travailler. Je ne réponds pas moi-même à la question. Qu'est-ce qui va se passer si tous ceux qui ont vendu le marché assistent au dépassement de la résistance? Écrivez la réponse dans la fenêtre de chat. Je vous laisse 15 secondes pour réfléchir. Mathieu, est-ce que tu as des réponses? On me dit rachat des shorts. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un rachat de short? Ça veut dire que pour couper les positions perdantes vendeuses, les opérateurs vont acheter les titres, ok, pour déboucler. Okay, en fait, quand vous vendez à découvert, vous empruntez les titres à votre broker et quand vous êtes perdant et que vous les rachetez, quand vous êtes perdant, vous devez donc les racheter pour déboucler la position. Et là, il va y avoir donc une accélération haussière parce que tous ceux qui ont vendu le marché, eh bien, ils vont être en perte et donc ils vont s'empresser sur le gap de vendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va y avoir, un gap. Et donc, il va y avoir toute cette accumulation sous la résistance qui est en fait une accumulation d'énergie qui, une fois libérée, va expulser le prix en dehors de la résistance et donc ça va faire un très gros mouvement parce qu'il y avait beaucoup d'ordres de vente qui étaient amassés et donc beaucoup du coup de positions perdantes qui sont sur le marché et donc c'est ce qui va provoquer l'accélération. Et pour tous ceux qui ne veulent pas sortir sur le gap parce qu'ils se disent il va y avoir un pullback, dès que le marché va revenir sur la résistance, pourquoi elle devient support? Parce que justement, tous ceux qui ne sont pas sortis sur le gap, ils vont vouloir sortir flat, c'est-à-dire en minimisant leurs pertes, et donc ils vont se remettre à acheter le marché, et donc c'est ce qui va faire que le support va fonctionner et que les prix vont partir à la hausse. Voilà Hervé, pourquoi je ne payerai pas Alstom sous une résistance à moins d'assister à un travail d'accumulation sous le niveau. Voilà pourquoi les seuils de déclenchement sont importants et pourquoi ils provoquent mécaniquement de la vitesse lorsqu'ils sont dépassés. Alors maintenant, renforcer, ben, j'ai répondu à la question, hein. Je renforcerai que si j'étais déjà long, je ne renforcerai que si j'assistais à un travail d'accumulation. Si je vois rien, je ne renforce pas du tout, ou en tout cas je renforce à des niveaux beaucoup plus bas, mais je ne renforce pas sous la résistance. Voilà Mathieu. Merci Laurent. Je te propose, EDF? on peut faire EDF pour RAB, donc c'était la même question, à savoir renforcer ou pas. On a toujours question de Daniel, AXA, où lui constate un island reversal. Et Alors attends, on va d'abord faire EDF ouais, et après on regardera AXA. Alors EDF, on va se mettre en 5 ans hebdomadaire, c'est pas très joli. On va se mettre en 30 ans mensuel.
Alors en fait, ça remonte qu'à 2005. Enfin, voilà. On voit quand même que c'est moche, hein. On avait un titre qui s'est changé à 48 euros, on est à 9. Globalement, tout le monde perd de l'argent, hein, sur EDF. Tout le monde, sans exception. Sauf ceux qui sont évidemment short, s'il y en a. Mais en tout cas, tous ceux qui sont longs, ils perdent de l'argent. Tous ceux qui ont payé ça, ils sont en perte. Tous ceux qui ont payé les creux, s'il y en avait, ils sont en perte. Enfin, EDF, c'est quand même, c'est pas très joli. Alors, dans ce contexte, et c'est pour ça que c'est très important, hein, à chaque fois de remettre un horizon de temps large, parce que tout de suite, on sait, on comprend en un seul coup d'œil, en une fraction de seconde, dans quel contexte technique on se situe. Donc, on sait déjà que payer EDF, c'est contre à rien. C'est-à-dire que on se met en face d'une tendance. Ça paye, hein, d'être contrarié. Il y a des fois où ça vaut vraiment le coup de l'être quand on a des arguments qui montrent que le potentiel baissier est épuisé et qu'on va avoir un rebond. Ça demande beaucoup de compétences d'être contrarié. C'est pas donné au premier venu. Il faut avoir de solides bases d'analyse technique, une solide connaissance des marchés et beaucoup d'expérience. Sinon, si vous vous amusez à vous mettre à chaque fois en face de la tendance, c'est-à-dire vendeur dans une tendance haussière et acheteur dans une tendance baissière, vous allez juste distribuer votre argent au marché rapidement. Donc, ce n'est pas recommandé d'être contrarié. Ceci dit, ça doit faire partie de l'arsenal du trader et il doit savoir quand il peut l'être. Sur EDF, on voit qu'on a fait un nouveau creux de moyen terme, qu'on a une stabilisation des prix à 7,36 et qu'on est maintenant dans un mouvement haussier hebdomadaire. Alors, j'ai mis le premier niveau de résistance à 9,06 parce qu'il est important. Il est important parce que je vais refaire très très vite un petit laïus sur les tendances, très rapide. Je sais que je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais dans une tendance, tant qu'on a des sommets et des creux qui sont descendants, on est dans le mouvement. Okay, le premier niveau qui va invalider, ou plutôt qui va neutraliser plutôt que invalider. Le premier niveau qui va neutraliser la tendance baissière, c'est si on arrive à dépasser le dernier sommet dans la baisse. À partir du moment où on a un sommet ascendant qui contraste avec tous les sommets descendants, on peut envisager la neutralisation du momentum baissier, voire son retournement. Pour avoir une tendance qui est haussière, il va falloir qu'on ait un creux plus haut que le précédent et un nouveau sommet plus haut. Et là, effectivement, on aura un retournement haussier puisqu'on aura deux sommets et deux creux qui sont ascendants. Okay, alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que vous le voyez, sur EDF, on a eu une progression assez impressionnante, hein. On est passé de 7,36 à 9,06. Donc, on a eu un mouvement extrêmement puissant, un mouvement impulsif extrêmement puissant. Mais ce mouvement impulsif extrêmement puissant, il n'a rien dépassé. On n'a pas dépassé le premier niveau important, qui est le dernier sommet dans la baisse. En plus, ce sommet, ce dernier sommet, c'est un sommet qui avait déjà été validé, c'est une zone de support, donc c'est un niveau qui est extrêmement important. Support, 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 résistance, résistance, et là on n'est même pas dessus. Donc, pour pouvoir commencer à envisager un retournement haussier sur EDF, il faut déjà dépasser 9,06. Tant qu'on n'a pas dépassé 9,06, on est dans une tendance baissière qui, à court terme,
a dépassé son dernier sommet. Donc à très court terme, on est neutre, mais sur cet horizon de temps-là, on est toujours baissier. Payer EDF en étant contrarien, c'est possible. Par exemple, on aurait pu dire, attendez, on aurait pu dire, si le marché dépasse le pic entre les deux creux, on a potentiellement un double bottom. Et donc, si on fait la projection du double bottom, pour faire simple, on arrive sur les niveaux de prix actuels. Ça veut dire que le double bottom, il a donné ce qu'il devait donner. Okay. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Que quand on avait un double sommet, le premier niveau, la première cible qu'on pouvait viser, c'était la hauteur du double sommet. Ben là, la première cible qu'on peut viser, c'est la hauteur du double creux. Or, la hauteur du double creux, elle a été atteinte. Donc le double creux, c'est fini. Il a donné ce qu'il devait. Il a atteint son objectif minimal. Qu'est-ce que j'ai dit ensuite? J'ai dit que la deuxième cible qu'on pouvait établir à partir d'un double sommet ou d'un double creux, c'est l'impulsion haussière ou baissière immédiate qui précède le double top ou le double sommet. C'est quoi l'impulsion baissière immédiate qui précède le double sommet ou le double top? Excusez-moi, le double creux, je suis un peu fatigué. Qu'est-ce que c'est l'impulsion baissière qui précède le double creux? Elle est là, ok? Elle est sur la résistance. Donc, ça veut dire que la première cible, elle était à 8,77. La deuxième cible, elle est à 9,06. Donc, même là, on n'en est pas très loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du point de vue du trading, le niveau de stop, il est un peu difficile à trouver. On pourrait dire qu'il est là, mais c'est un peu fragile. Mais sinon, le niveau de stop, il est là. Ou il est là. Enfin, il est loin. Par contre, le niveau de l'objectif, il est là. Tabler sur le fait que EDF va dépasser la résistance, je vous en laisse la responsabilité. Moi, ce n'est pas la lecture que je vais forcément avoir. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, peut-être que je pourrais être un peu plus optimiste sur EDF si j'avais le temps d'étudier plus méthodiquement, en prenant un peu plus mon temps, ce qui se passe en regardant d'autres indicateurs. Mais là, on est en live, donc on le regarde ensemble. Comme ça, tout de suite, avoir un objectif au-dessus de 9,06, ça me paraît relever du pari. Donc, j'ai un reward, une cible qui n'est pas très loin, j'ai un stop qui est peut-être ici, mais c'est très hypothétique, qui est beaucoup plus bas, donc j'ai pas de trade en fait. J'ai pas de trade parce que j'ai un ratio risk-reward qui n'est pas du tout intéressant. Mon reward est beaucoup plus près que mon risque. Alors, on peut dire que là, j'ai un pennant en formation. Un pennant, c'est une petite formation de continuation qui se met à l'intérieur d'un mât, en l'occurrence ce mât-là. Donc c'est pas mal. Mais le pennant, il n'est pas du tout confirmé pour le moment. On peut en sortir par le bas. Encore une fois, toutes les figures d'analyse technique sont hypothétiques tant qu'elles n'ont pas été validées. Ce n'est que lorsque les lignes de coût, les supports ascendants, les résistances descendantes sont franchies qu'on a le signal. Alors, du point de vue du trading, on peut tout à fait envisager de mettre un stop ici, sous 8,60, et de mettre un stop achat sur 8,91 en se disant, si ça ne va jamais sur 8,91, mon pennant ne sera jamais déclenché, je ne rentrerai jamais en position. Si au contraire ça part, je serai dedans. Mais ça relève du trading. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis que c'est une hypothèse de travail pour tous ceux qui pensent que le marché va continuer de monter. Ce qui n'est pas forcément mon cas, je vous l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, sur EDF, on a eu une hausse d'environ 20% sur cette impulsion haussière, mais on n'a rien franchi. Donc, force est de constater que le marché n'a pas été suffisamment fort pour aller tester la solidité de la résistance, qu'on est resté en dessous, que par conséquent, on a fait un move monstrueux, mais qui n'a rien dépassé, et qu'a priori, moi je suis toujours à l'intérieur de ce range, et je n'ai pas de lecture particulièrement haussière sur le titre, à court terme. Voilà Mathieu. Merci Laurent. Il nous reste un peu moins de 5 minutes.
Est-ce que tu veux faire une petite analyse AXA et comment? Carrefour? Tu as accès à Carrefour où on peut parler euro-dollar ou Brent? Alors, bah écoute, bah on avait une question sur AXA, alors on va quand même faire AXA rapidement. Alors Daniel nous dit, y a-t-il un Island Reversal sur AXA? Alors en fait, je la comprends pas cette question, Daniel. Je vois pas où vous voyez un Island Reversal. J'imagine que c'est là que vous le voyez, votre Island Reversal. Mais Daniel, votre Island Reversal, elle n'existerait que si on faisait un gap baissier et une bougie, vous voyez, une bougie sous le niveau de support. Alors là, ça serait une Island Reversal. Mais pour le moment, il n'y a pas du tout d'Island Reversal. On est toujours. Alors où est-ce qu'on est justement? Ben, je crois qu'on est sur ouais, on est sur des niveaux historiques, sur des plus hauts historiques, pardon, sur des niveaux qui sont des plus hauts historiques. Donc on est sur un titre qui est très fort. On vient de faire un nouveau sommet historique. On a un marché qui est allé tester par deux fois 25,16, qui est en train de refluer. Le premier niveau de support, il est à 23,19. On en est très très loin. La tendance est haussière. Moi, personnellement, si le marché revient sur 23,19, techniquement, je trouve que c'est un niveau d'achat. Parce qu'on a une polarité, parce qu'on a un gap dessous, et que, à mon avis, il y a déjà pas mal d'ordres incarnés qui sont stockés sur le marché à 23,19 et qu'à mon avis, ça va bien réagir là-dessus. Ça ne veut pas du tout dire que j'ai raison, ça ne veut pas du tout dire que ça va marcher. Vous savez très bien que l'analyse technique n'a rien de scientifique. Vous devez savoir également que les meilleurs traders ont souvent tort, mais que quand ils ont tort, ils perdent peu, et quand ils ont raison, ils gagnent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont un bon money management et qu'ils savent rester dans les tendances, entre autres. Ça fait partie des compétences, c'est pas les seules, mais ça fait partie des compétences des personnes qui gagnent de l'argent sur les marchés. Donc, avoir raison tout le temps, c'est pas du tout ça qui compte sur le marché. Ce qui compte, c'est bien gérer son risque et bien gérer son portefeuille et avoir un money management qui soit optimal. Le money management ne fait pas partie de l'analyse technique. C'est un autre registre de compétences corollaire qui est beaucoup plus lié au trading qu'à l'analyse. En tout cas, du point de vue de l'analyse, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une polarité sur 23,19 qui est là et que si le marché revenait ici, il y aurait un niveau d'achat qui, à mon avis, serait identifié par le marché de manière assez simple et qui pourrait générer des achats et donc un rebond et donc une continuation de la hausse. Pour terminer, et pour répondre à Daniel, le Highland Reversal, il est potentiellement, mais alors vraiment, c'est très potentiel tout ça, c'est très théorique, puisqu'il faudrait d'abord revenir sur 23,19 et ensuite faire un gap pour que ce soit une Highland sous le niveau de support et ouvrir donc sur ces niveaux. Carrefour. Merci Laurent. Carrefour. Alors, euh, Carrefour, on se met en 5 ans hebdomadaire. Il y avait une question sur Carrefour, Mathieu? non, c'est juste une analyse du titre. D'accord. Bon, Est-ce que alors, Daniel veut nous préciser son horizon de temps? Ça peut peut-être oui. t'aiguiller. Voilà. Alors, En sur, weekly. en weekly, Oui, donc c'est voilà. Donc, sur Carrefour, on est sur un titre qui est faible depuis août 2015 et on est sur un titre qui est faible depuis 1999. Donc, on est clairement sur une valeur qui est lourde et qui, vous le voyez, fait. Alors, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de canal. Enfin, si, remarquez, il y en a peut-être un par là. On est dans un canal de long terme. C'est même pas un canal de long terme, hein, c'est un canal séculier, c'est-à-dire un emboîtement de tendance primaire. Un titre qui fait rien et qui est donc dans une dynamique négative. Alors, à l'intérieur de ce premier diagnostic,
on remarque malgré tout qu'à l'intérieur du canal, on est allé tester la résistance, on a fait un repli, on est revenu sur un niveau de support qui est pas mal, hein. Il est pas mal ce niveau de support. Enfin, quand je dis qu'il est pas mal, c'est-à-dire qu'on n'est pas n'importe où sur le chart. On est sur un niveau où déjà on sait qu'il faut plus vendre. Même si le titre est faible, on sait qu'il faut plus vendre. On ne sait pas s'il faut payer, mais on sait qu'il faut plus vendre. On ne va pas vendre un support. Tout à l'heure, je vous disais, on ne paye pas une résistance. Ben, on ne va pas vendre un support. On est juste au-dessus. Donc pour le moment, Carrefour, on ne peut que soit se dire, ben, on est sur le support, mais franchement, la réaction, elle n'est pas très positive, elle est faible, soit on est un peu plus courageux et on se dit, ben, le support, il est quand même bien costaud, il remonte à loin, donc je peux commencer à construire une position, rentrer un tiers, un quart, une demi-position sur ce niveau, parce que je pense que ça va rebondir. Donc première constatation, on est sur un gros niveau. C'est pour ça que c'est super important de revenir sur des horizons de temps plus large. Parce que si on ne se met pas sur du 30 ans mensuel, on n'a aucun moyen de savoir qu'on est sur un gros support. Quand on se met sur du 30 ans mensuel, ça m'a pris exactement 3 secondes pour identifier le niveau. C'est quand même important de prendre du recul et d'avoir de la perspective pour savoir où est-ce qu'on est. C'est comme établir une cartographie de l'actif considéré. C'est fondamental pour éviter de faire des grosses bêtises. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, et pour conclure, on se met en un an, on voit que la réaction, donc, elle a été vive, hein. Cette bougie noire, c'est une bougie de capitulation, c'est-à-dire une bougie qui solde la tendance baissière de court terme. Derrière, on voit que on a une bougie blanche, ça repart, ça gape, ça polarise autour de l'ancien sommet, ça construit, ça repart. Carrefour, elle est en train de faire un travail de court terme pour repartir. Même constatation que sur EDF, on n'a rien dépassé, puisque toujours le même raisonnement, le dernier sommet qui précède le dernier creux, il n'a pas été dépassé. Autrement dit, soit on payait et il fallait être plus que courageux pour le faire, le niveau à 20,50, et là, on est sur des niveaux de prise de profit, mais en tout cas, soit on pense que le titre va rebondir à long terme et que par conséquent, ça vaut toujours le coup de payer. Mais en tout cas, moi, sur l'horizon de temps que je considère ici, je suis sur un titre qui est baissier, qui n'a rien dépassé et qui n'offre pas par conséquent de timing intéressant pour rentrer. On pouvait éventuellement envisager une entrée ici sur le support du gap haussier. Maintenant, c'est trop tard, on est parti, on est trop près de la résistance. Donc, sur Carrefour, affaire à suivre, j'ai envie de dire. Sur franchissement du niveau, on a quand même pas mal de résistance ici. On a encore tout ce rectangle qui est une ancienne zone de congestion qu'il va falloir dépasser. Enfin, c'est compliqué sur Carrefour. Moi, je trouve que du point de vue de la gestion de portefeuille, il n'y a pas beaucoup de raisons de mettre son argent sur Carrefour, compte tenu du contexte technique. Je trouve qu'il y a des valeurs beaucoup plus intéressantes à envisager parce que on est vraiment sur un titre qui, sur cet horizon de temps-là, est dans un gros pâté, à défaut de le définir mieux, avec effectivement une zone de rebond, mais enfin on a quand même pas mal de supply au-dessus de la tête, pas mal d'offres au-dessus de la tête. Donc franchement sur Carrefour, techniquement, trading range, rebond sur support, non franchissement de la résistance, je botte en touche. Affaire à suivre. Merci Voilà Laurent. Mathieu. Est-ce que brièvement, tu peux nous faire un petit point sur Sanofi en moyen terme Oui, pour et Pascal on va et on conclure conclura là-dessus. sur ce titre? Alors, Sanofi. Sanofi. Alors, Sanofi à moyen terme, Moyen terme d'ici la fin de l'année. on vient de dépasser la résistance numéro 1. Apparemment, on se dirige vers la résistance numéro 2. Le marché est un petit peu suracheté. On le voit ici à court terme. Ça veut dire qu'on n'a pas de timing pour intervenir. Le vrai gros niveau, il est là à 82. Si vous êtes dedans, bah, vous pouvez conserver et aller jusqu'à 95. L'analyse nous dit que pour le moment, on ne voit pas de figure de retournement formée sur le marché. On vient de faire un nouveau sommet sur le mouvement initié en octobre 2016. Donc, on a dépassé le dernier sommet. Donc, a priori,
priori, on rentre dans une zone de turbulence. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que on est sur une zone qui a été à chaque fois une zone de vente. Donc ça va chahuter parce qu'on va avoir de l'offre qui va rentrer sur le marché. Là, pour le moment, on n'avait pas trop de bataille. Je pense que maintenant, il va y avoir des vendeurs qui rentrent, des acheteurs qui vont continuer de payer. Ça va être un petit peu plus potentiellement erratique, mais le target, il peut se situer autour de 95 euros. Si on se remet en daily, on voit que le premier petit niveau de support, il est là à 84,23. Le vrai niveau, il est ici à 82,10. Et là encore, j'ai pas de timing. Ça veut dire que si vous n'êtes pas long, c'est trop tard. Si vous êtes long, conservez. Voilà, chers amis, ce Merci, webinaire Laurent. s'achève. Merci, Merci à Laurent. tous de votre attention. Merci à tous exactement de votre attention, de votre fidélité, de nous suivre chaque semaine. Mardi prochain, c'est Falco que vous retrouverez sur 100% marché et jeudi, ce sera lui également. Laurent, je te dis à bientôt. Je te souhaite un bon week-end, parce qu'on ne se reverra pas d'ici là. Et je vous dis à tous à bientôt et vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Merci Mathieu, merci à tous, bon week-end, bonne soirée. Merci encore de toutes vos questions qui sont extrêmement intéressantes. Continuez à nous les envoyer. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que les actions dans la vie, il y a aussi le forex, les taux, les matières premières, les devises. Ça se ça s'analyse aussi, je vais dire ça se traite aussi, mais ça s'analyse surtout aussi. Et puis, encore une fois, félicitations pour toutes vos questions qui sont vraiment pertinentes, vraiment intéressantes. Et j'espère que grâce à BNP Paribas et la FAT, vous progressez un petit peu, qu'on contribue un petit peu à améliorer, à accroître vos compétences. En tout cas, c'est notre espérance. À bientôt et à la semaine prochaine. Au revoir.